Création originale de SF sortie de l'imaginaire visuel de Zack Snyder, Rebel Moon se présente comme une saga aux diverses références cherchant à iconiser au maximum ses héros qui se heurteront à une dictature militaire galactique. Rebel Moon est une histoire en deux parties et la première sera disponible dès le 22 décembre sur Netflix. J'ai eu la chance de la voir en avant-première et dans cette vidéo, je vous donne mon avis quasiment sans spoiler, avec des illustrations tirées de la bande-annonce néanmoins. Je parlais de référence il y a quelques instants à peine et c'est sans doute ce qui caractérise le plus Rebel Moon. Cette histoire, Zack Snyder l'a fait germer dans son esprit depuis une vingtaine d'années environ. Il l'aurait même proposé à Lucasfilm comme un potentiel film Star Wars aux alentours de 2012. La référence la plus évidente, au point que certains y verront une complète ressucée, c'est bien évidemment Star Wars. Néanmoins, c'est aussi un peu les 7 samouraïs ou les 7 mercenaires, selon votre préférence, avec un peu d'inspiration antique, mythologique et fantasy, sans oublier quelques ingrédients de cyberpunk au relent cyberorganique, voire une pincée de Dune. Malheureusement ou heureusement pour certains qui seront peut-être en admiration, ces références n'ont de profondeur et d'expression que visuelle. De toute façon, le scénario n'a pas franchement le temps d'approfondir quoi que ce soit, et les quelques touches prometteuses autour de certains concepts et personnages ou certaines créatures ne sont absolument pas exploitées d'une manière qui démontre que cet univers serait plus qu'un joli décor qui sonne un peu creux. Je suis arrivé relativement neutre face à ce Rebel Moon avec simplement l'espoir d'une bonne surprise avec un niveau de qualité qui ouvrirait la voie à une histoire marquante, voire à un nouvel univers à explorer dans le meilleur des cas. Il faut dire que d'une part je suis amateur de science-fiction et de fantasy, deux genres que Rebel Moon cherche à marier par certains aspects, et d'autre part je reste plutôt confiant quant au savoir-faire esthétique de Zack Snyder, même si je me méfie un peu de son obsession pour les ralentis. Au final j'en suis ressorti déçu malheureusement, comme la grande majorité de ceux avec qui j'ai pu échanger après la projection, même s'il y avait des exceptions. Certains concepts visuels sont intéressants et prometteurs si seulement ils pouvaient donner lieu à une exploration dans le cadre du récit ou encore sembler s'inscrire dans un semblant de cohérence d'ensemble de cet univers. On a plutôt une succession de tableaux en réalité, exactement comme dans Sucker Punch, un film de Snyder que j'ai trouvé extrêmement mauvais en dépit de ses évidentes qualités plastiques. Le film donne l'impression d'avoir été pensé comme une succession de scènes impressionnantes visuellement, avec une histoire inventée pour justifier la mise en image de ce canevas rêvé par Snyder. Problème, l'histoire en question est un mélange entre les étapes de la théorie du monomythe, le voyage du héros, et une flopée d'autres clichés narratifs. On se retrouve donc confronté à une étrange expérience de spectateur qui découvre un univers et une création originale, mais peut deviner toutes les étapes du récit avec cette désagréable impression de revoir une histoire 1000 fois ressassée. À vrai dire, ce défaut de reprise de code omniprésent n'est pas vraiment un péché mortel, ce n'est pas le premier film à le faire, mais de mon point de vue, ce qui est fatal à l'intérêt du film, c'est que cette structure, sans originalité, ne parvient pas non plus à susciter l'émotion, l'attachement ou l'identification à ces personnages. Et oui, dans un récit de type 7 samouraïs avec la réunion d'une équipe plus grande que nature pour faire face à des méchants très méchants, il faut au minimum qu'on s'attache aux héros en question, qu'on parvienne à allumer cette étincelle de vie dans leurs interactions et, si possible, qu'on se préoccupe au moins un peu de l'endroit qu'ils vont défendre, tout en appréciant leurs diverses motivations, les poussant à risquer leur vie pour le protéger. Et dans cette version de Rebel Moon, aucun de ces critères n'est rempli. La seule personne dont l'histoire est développée, c'est Korra, l'héroïne, et encore, ce développement se fait de la manière la plus fade possible, à savoir des flashbacks illustrés alors qu'elle raconte son passé. Original. Les autres personnages, réunis au fil du temps pour former une équipe, n'ont droit qu'à une scène d'action pour démontrer combien ils sont badass, puis quelques lignes à peine de dialogue ou un discours qui sort un peu de nulle part. Résultat, on n'a aucune émulation ou synergie dans ce groupe qui reste un rassemblement d'individus ne générant aucune dynamique narrative entre ses membres. Pour un de ces personnages, le film va aller à l'encontre des attentes, mais c'est pour proposer au final quelque chose de décevant et sans impact émotionnel, à défaut de connaître le personnage en question pour avoir un début d'empathie avec sa situation. Du côté des adversaires, c'est du cliché sans aucune profondeur. On aimera détester l'amiral noble incarné par Ed Skrein, mais à aucun moment on ne percevra chez lui la moindre variation ou subtilité susceptible d'en faire un méchant animé de motivation un petit peu humaine et capable de devenir plus intéressant que des héros
tout aussi monolithique. Pire, le chef de l'amiral, le régent Balisarius, est sans doute la figure de grand méchant la moins charismatique dont j'ai le souvenir dans une œuvre récente affichant au moins certaines ambitions épiques. En résumé, on a un empire galactique sans empereur, avec des vaisseaux qui ressemblent un peu à certaines versions de celui d'Albator, et dont les officiers sont accompagnés de personnages drapés de rouge qui rappellent un mélange entre les Bene Tleilax et la guilde des navigateurs de Dune, mais sans qu'on comprenne jamais vraiment ce qu'ils foutent là. Du côté de la Force, pas grand chose pour la remplacer, si ce n'est sans doute une potentielle prophétie dont cette première partie n'ose pas vraiment esquisser les contours ou à peine. Et face à cet empire, on a, accrochez-vous, des rebelles. Et oui, il faut bien que le Rebel de Rebel Moon corresponde à quelque chose. Toutefois, ces rebelles ressemblent plus à des punks au rabais sortis de Mad Max, sans apporter quoi que ce soit qui donne plus que ça envie de s'enthousiasmer pour leur cause. Alors que nous reste-t-il dans tout ça? L'action et le traitement esthétique. Et parfois ça touche dans le mille, comme dans cet affrontement dantesque d'une sabreuse avec deux armes contre une femme araignée qui semble tout droit inspirée des Driders de Donjons et Dragons. Et on se dit à d'autres moments qu'on a vraiment le potentiel d'avoir un personnage simpliste certes, mais quand même très cool, comme avec Tarak, mais au final il ressort simplement comme un bon sauvage aux abdos saillants qui sait parler aux animaux, comme tout bon sauvage qui se respecte, et qui se promène à demi-nu pour aucune raison valable au final, si ce n'est mettre à profit son camp d'entraînement digne du tournage de 300. J'ai entendu à la sortie de la projection que les combats étaient cool, alors je vous le dis clairement, en dehors de celui contre l'araignée, que j'ai trouvé vraiment sympa, le reste était quand même très téléphoné avec des chorégraphies dont la lenteur d'exécution est rendue encore plus manifeste par la surexploitation ad nauseam des ralentis. Les fusillades n'ont quasiment aucun sens, et pour être plus efficace avec un gun, le secret apparemment consiste à s'énerver très fort et à courir, ou à glisser sur le sol, au ralenti bien sûr, parmi des tirs qui visent autre chose que vous. Quant aux éventuelles scènes de combats spatiaux dignes d'un space opéra, il n'y en a pas. Reste à souligner ce sur quoi Snyder, comme Netflix, ont déjà communiqué à l'avance. On aura une version longue et rated R comme on dit, donc plus violente. Si cette version longue vient combler les faiblesses de l'histoire, enrichir la compréhension de l'univers et installer un début de cohésion de groupe, on aura alors un tout autre film et sortir la version courte PG-13 et serait une énorme connerie de Noël. Si cette version longue échoue à porter tout ça et ne fait que rallonger la sauce sur la baston, elle ne servira strictement à rien. Et bien sûr, je dis ça en ayant parfaitement conscience que le Snyder Cut de Justice League est incomparablement meilleur que le machin initialement sorti au cinéma, mais bon, on a ici une situation très différente, avec un montage tout public, sorti et signé en toute conscience par Snyder, sans pression particulière a priori. La seconde partie de ce Rebel Moon est attendue pour le mois d'avril 2024, toujours sur Netflix bien sûr. Je regarderai en espérant y voir enfin l'exploration de toutes les pistes potentielles que cette première partie laisse de côté. En attendant, j'espère que certains parmi vous passeront un excellent moment avec ce film, je vous le souhaite. De mon point de vue, sur 2023, on avait 3 grosses créations originales de science-fiction, en film tout du moins, avec The Creator, Mars Express et Rebel Moon. Eh bien je dois dire, heureusement qu'on a eu Mars Express pour relever un peu le niveau. Et puisqu'on parle de création originale, pensez à jeter un œil à ma chaîne YouTube secondaire Captain Jeux de Rôle, et aussi à vous exprimer en commentaire sous cette vidéo, puisque c'est ce qu'il y a de plus efficace, il paraît, pour titiller l'algo de YouTube. Portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!